Donc à partir de cette représentation schématique d'une économie, je vais baisser un peu, voilà. Donc à partir de cette représentation schématique d'une économie, on va essayer de retrouver un certain nombre de grands équilibres. C'est-à-dire qu'en fait, ce circuit économique nous montre comment les flux monétaires circulent d'agents vers d'autres agents, c'est-à-dire des entreprises vers les ménages, puis vers le marché des biens et services, les banques, l'État, etc. Et quelle contrepartie elle représente. Et elle représente la contrepartie de biens de consommation, de biens d'investissement, de biens publics, mais également le revenu représente aussi la contrepartie de travail fourni par les ménages, de capital fourni aussi par les ménages aux entreprises, etc. Donc le circuit, effectivement, c'est quelque chose qui tourne. Alors, je rappelle la première chose, qui est que le produit, la valeur de la production marchande, Y, dans le cas du circuit économique, donc la valeur de la production marchande, Y, est forcément égale à la valeur du revenu. Et à partir de maintenant, j'utiliserai, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, de manière indifférenciée, le terme produit ou revenu. Et j'utiliserai pour représenter ça Y. Donc R, on l'oublie, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le circuit économique? Comme c'est un circuit avec des flux qui circulent, c'est un peu comme le corps humain d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut prendre le pouls à différents endroits du circuit et comprendre comment se forme et se distribue le revenu national et donc le produit national, c'est la même chose. Ce qui fait qu'en fait, pour mesurer le produit national, on a différentes approches, puisque le produit national et le revenu représentent différentes choses et circulent de différentes manières. On peut donc, en fonction de là où on prend le pouls de notre circuit, avoir différentes façons de mesurer la même chose, puisque au final, c'est le même revenu qui circule. Alors, on a trois approches principales. Dans la mesure du PIB. Donc, on a trois approches du revenu. Quelles sont-elles? La première approche, c'est l'approche en termes de revenus, ou l'approche par les revenus, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que cette approche en termes de revenus? Eh bien, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la valeur des biens produits et échangés sur le marché, c'est égal à l'intégralité des revenus distribués dans un pays. Alors ici, comment on le voit? Eh bien, regardez ce circuit économique, on voit que ce qui est produit par les entreprises ici, la valeur de la production de ces biens fait nécessairement l'objet d'un revenu distribué aux ménages. Regardez, les ménages proposent du capital, du travail et éventuellement de la terre, et les entreprises en échange distribuent des salaires, des profits, de la rente. Donc l'intégralité du PIB, il est là. Si on veut le mesurer, on peut le mesurer comme ça, c'est-à-dire ce qui sort de toutes les entreprises en tant que revenu distribué aux ménages. Donc ici, on a une mesure du PIB. La valeur de la production marchande de toutes ces entreprises est forcément égale à l'intégralité des salaires, grand W, plus l'intégralité des profits, plus l'intégralité de la rente. Si on ajoute la rente, et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, si vous ne voulez pas parler de la rente, c'est pas grave, on n'en parle pas. Et le revenu, c'est donc l'intégralité des salaires et profits. Donc ça, c'est la première approche synthétique. Vous prenez le pouls ici, et ce qui rentre chez les ménages, là, c'est l'intégralité des revenus qui sont distribués par les entreprises en contrepartie de travail, de capital et de terre. Et c'est avec ces revenus, vous voyez, si on continue le circuit économique, c'est avec ces revenus qu'on va acheter des biens publics, des biens de consommation, vous voyez toutes les flèches vertes là, ce revenu ensuite, tac, il va re-rentrer dans les entreprises et il va leur permettre de produire ces biens de consommation, ces biens publics, ces biens d'investissement et les biens vers le reste du monde. On a une deuxième approche qui est l'approche par la production. Et donc cette approche par la production, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement essayer de comprendre, donc on reprend cette égalité là en fait, ici, on reprend cette égalité-là, de comprendre ce que c'est que le produit des entreprises, la production des entreprises. Qu'est-ce que c'est? C'est le PIB. Qu'est-ce que c'est exactement que ce PIB? Eh bien, en fait, ce PIB, ce produit national, c'est l'ensemble, c'est la valeur de tous les biens finaux produits en une année
En général, on décompose par année, mais en fait, on pourrait calculer des PIB trimestriels. Là, je mets en une année, mais en fait, c'est arbitraire. Vous pourriez choisir une autre décomposition. Donc, l'ensemble de tous les biens finaux produits en une année sur un territoire. Et donc, pourquoi est-ce que c'est la valeur de tous les biens finaux? Parce que là, on s'intéresse effectivement à la création de richesse, la création de revenus. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les consommations intermédiaires. On ne les prend pas en compte. Pourquoi on ne prend pas en compte les consommations intermédiaires? Eh bien, tout simplement parce que si on prenait en compte la valeur des consommations intermédiaires, dans le prix d'un bien final, c'est-à-dire en fait, un bien final c'est quoi? Ça se différencie du bien intermédiaire ou de la consommation intermédiaire, parce que ce bien de consommation intermédiaire, il va être transformé, il va être utilisé pour fabriquer précisément un autre bien, peut-être un bien final. Donc le prix d'un bien final, qu'est-ce que c'est? Il englobe les coûts. Donc comme il englobe les coûts, il englobe aussi la valeur. Alors ça englobe, c'est pas exactement égal, mais ça englobe les coûts de production, puisque le prix d'un bien forcément est supérieur au coût de production, sinon les entreprises sont faillites. Donc le prix d'un bien final englobe les coûts et donc englobe la valeur des consommations intermédiaires, puisque les consommations intermédiaires ont servi à fabriquer ce bien final. Donc si on devait compter les consommations intermédiaires et compter aussi la valeur des biens finaux, on aurait double comptage, puisque dans le prix et dans la valeur du bien final, on englobe les coûts et donc forcément la valeur englobe déjà le prix, comporte déjà le prix des consommations intermédiaires. Donc le PIB, ce qu'on mesure ici, c'est les revenus, on l'a dit, et ici ça c'est l'ensemble, la valeur de tous les biens finaux destinés à être consommés, destinés à être investis, destinés à être des services publics ou des biens publics ou vers le reste du monde, mais ce sont des biens finaux, ce ne sont pas des consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires des entreprises vers les entreprises, vous voyez, elles seraient à l'intérieur et elles ne sortent pas de ce patatoïde-là. Alors, c'est soit la valeur de tous les biens finaux, ou alors, si on veut s'intéresser à la production de tous les biens, il faut dire que ce produit, c'est donc égal à la somme des valeurs ajoutées de tous les biens. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée, c'est justement ce que vous ajoutez comme valeur par rapport aux consommations intermédiaires. Donc, soit vous considérez tous les biens et vous dites que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, soit vous dites, ce qui revient au même, que c'est la valeur des biens finaux. Donc ça, c'est la même chose. Voilà, donc ça, c'est la deuxième approche, l'approche par la production. Troisième approche, c'est l'approche par la demande. Alors peu importe le nom de ces approches, approche par la production, approche par la demande, approche par je sais pas quoi, par les revenus. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que ça veut dire, c'est de savoir exactement ce que recouvrent ces trois approches. Et le circuit économique nous en montre particulièrement deux. Ici, on a l'approche par les revenus. On sait que le flux de revenus qui correspond à la valeur de la production arrive ici au ménage. Et donc l'approche par la demande, c'est quoi? C'est de savoir en fait, les ménages avec ce revenu, ils demandent quoi? Quelle est la contrepartie finalement en termes de biens produits de ces ménages? Eh bien, il suffit de regarder ce qui est en rouge, c'est-à-dire qu'avec ce revenu, les ménages consomment quoi? Eh bien, ils consomment des biens de consommation, mais les entreprises produisent également, pour répondre à la demande d'autres entreprises, des biens d'investissement. Pour répondre à la demande des ménages, les entreprises fabriquent des biens et des services publics. Et pour répondre à la demande du reste du monde, les entreprises fabriquent des biens d'exportation. Donc l'approche par la demande, elle nous dit quoi? Elle nous dit donc que le PIB, c'est égal à quoi? C'est égal donc à la valeur des biens qui est produite. Elle sert à quoi? Elle sert à répondre à la demande de consommation, à la demande d'investissement des entreprises, à la demande de biens et services publics, d'accord? Plus, et ensuite à la demande nette par rapport à l'étranger, c'est-à-dire si on exporte plus que l'on importe, x moins m. Évidemment, si on importe plus que l'on exporte, eh bien, ça veut dire que les individus, ici, toutes les entreprises n'ont pas fabriqué assez par rapport à la demande intérieure. Donc, forcément, on peut réécrire ça en disant que le produit intérieur, plus la valeur des importations, ça doit être égal à la demande intérieure plus
la demande extérieure, puisque les exportations répondent à la demande extérieure. En gros, ça c'est l'offre et ça c'est la demande. C'est-à-dire que l'offre qui vient de l'intérieur, le PIB, plus les importations, c'est l'offre extérieure. Offre extérieure. Doit répondre à la demande intérieure, elle est ici, plus la demande extérieure. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien dans un circuit fermé, même avec le reste du monde, il y a bien un circuit fermé. Il ne peut pas y avoir une production sur l'intégralité du monde qui est supérieure à la demande intérieure et la demande extérieure. Il y a pas, rien ne se perd, rien ne se crée, d'une certaine manière, tout se transforme. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources qui disparaissent, en fait. Le PIB, donc l'offre intérieure, plus l'offre extérieure que représentent les importations, répond à la demande intérieure plus la demande extérieure représentée par les exportations. Donc vous voyez ici que les contreparties, ici les flèches rouges, on a les biens de consommation, les biens d'investissement, les biens de services publics et ici le solde de la balance courante, les exportations nettes ou les importations nettes en fonction du solde, hein, en fonction de ça. Et ça, ce sont les contreparties du revenu. Hein, ce sont les contreparties des dépenses des ménages et du revenu. Vous voyez, le revenu il part par là, les flèches vertes. Et les contreparties, ça va dans ce sens-là, les flèches rouges, c'est la contrepartie du revenu. Toujours en restant dans cette idée, hein, Y, le revenu égale le produit. Donc j'ai dit 3 approches, mais en fait c'est faux, il y en a 4. Voilà, vous m'excusez, mais en fait, il y a 4 approches. On va s'intéresser aux dépenses du revenu. C'est-à-dire, comment est dépensé ce revenu. Ce revenu Y, il est dépensé comment? Il suffit de regarder. Encore une fois, on se réfère à notre circuit qui représente un flux, qui représente un tout. Et on regarde le revenu qui rentre chez les ménages, ici. Il se dépense comment? Vous voyez, il y a 3 types de dépenses. Les ménages utilisent tout le revenu. Vous voyez, là, on a tout le revenu qui vient des salaires, des profits. L'équivalent de la production distribuée en salaire et en profit. Les ménages prennent tout le revenu ici. Hop, et ils ont 3 grandes dépenses. Les impôts, pour payer les impôts, l'épargne, et la consommation. Donc nécessairement le revenu, il est nécessairement égal à la consommation, plus l'épargne, plus les impôts. Hein, ça se représente, ça se voit immédiatement visuellement. Donc le revenu, il est forcément égal à la consommation, plus l'épargne, plus les impôts. Donc ça c'est une 4e approche, une 4e façon de mesurer, encore une fois, exactement la même chose. Alors maintenant, si on combine les approches, en particulier, si on combine l'approche par la demande et l'approche du revenu, on obtient un certain nombre d'égalités qui sont très intéressantes. Alors, imaginez que ça c'est grand 1, ça c'est petit 1 et ça c'est petit 2. On va combinons 1 et 2. Ça veut dire donc que le revenu, qui est égal à Y plus S plus T, les dépenses du revenu sont forcément égales au revenu, qui sert à répondre à la demande de consommation, plus d'investissement, plus la demande de biens publics, plus le solde net de la balance commerciale. Donc on a cette égalité-là qu'on peut écrire, puisque Y, hein, vous voyez ici Y, c'est forcément égal à Y. Donc on peut égaliser ça avec ça. Si on regarde cette égalité, on voit qu'il y a 2 membres à gauche et à droite qui sont redondants, c'est la consommation, donc on peut virer la consommation, tac. Voilà. Et donc on obtient une nouvelle égalité, qui est S plus T, c'est égal à I plus G plus X moins M. Voilà. Et si je réarrange notre affaire, je mets I de l'autre côté, j'ai S moins I qui est égal à G moins T plus X moins M. Alors ça vous paraît rien, mais regardez. On va voir dans une autre vidéo que ça en fait représente l'équilibre sur le marché des biens et services et l'équilibre sur le marché des biens et services entre l'offre et la demande. Et donc si S est supérieur à I, on peut légitimement dire que ça représente un excès d'offre sur la demande. On verra pourquoi. Mais pour l'instant je vous demande de l'accepter.
Et l'excès d'offre sur la demande sur le marché de biens et services, ça crée un déséquilibre dans notre circuit. Or, le circuit fait circuler du revenu, donc il ne peut pas y avoir de ressources qui s'envolent. Et où finalement cet excès d'offre sur la demande sur le marché des biens et services privés, comment est-ce que c'est compensé? Eh bien, c'est forcément compensé par un déséquilibre ici du budget. Ici, c'est le budget de l'État. Donc, c'est si G est supérieur à T, on est en déficit. L'État dépense plus qu'il ne perçoit d'impôts. Donc, c'est déficit ou excédent public. Donc, un excès d'offre sur la demande sur le marché des biens et services, il est soit compensé par plus de dépenses publiques, donc de demandes publiques par rapport aux impôts, donc un creusement du déficit, ou alors il est compensé par un excès d'exportation sur les importations. Ça, c'est le solde de la balance courante. Donc l'excès d'offre, soit il se traduit, soit il est compensé par finalement une sorte d'excès de demande de biens et services publics. Si S est supérieur à I, c'est forcément compensé ici par soit, alors première hypothèse en bleu, G est supérieur à T, ou, deuxième hypothèse, je sais pas, en rouge, X est supérieur à M. Donc l'excès d'offre sur la demande sur le marché des biens et des services, comme on est dans un circuit, il est forcément compensé par un excès de demande par rapport aux impôts, un excès de dépenses publiques par rapport aux impôts qui sont ponctionnés, et donc c'est forcément compensé par un déficit public, ou c'est forcément compensé, s'il n'y a pas de déficit public, par un excès de demande extérieure sur l'offre extérieure, c'est-à-dire en fait un excès de demande extérieure par rapport aux biens qui sont importés. Ça veut dire que l'excès d'offre intérieure ici, sur le marché des biens et services, en fait, il part à l'extérieur sous forme, il partirait à l'extérieur sous forme d'exportation. Et donc, comme l'excès d'offre sur la demande intérieure part sous forme d'exportation, on est bien dans un circuit fermé. On n'a pas une ressource qui s'en va ou une ressource qui s'en va et ensuite qui disparaîtrait. On est bien dans un circuit fermé. S'il y a à un moment donné un problème sur un marché des biens et services, ça va être compensé ici par un autre problème de même nature, un autre déséquilibre de même montant sur un autre marché, soit sur le budget public en fait, c'est-à-dire le déficit ou l'excédent public, soit sur le solde de la balance commerciale.